Après avoir réussi à remporter la première place au championnat international de Jiu-Jitsu, Go Seung-Hwan gagne le titre de champion du monde de Jiu-Jitsu. Bien qu'il ne soit pas très fier de sa victoire, du moins pas après avoir été maîtrisé par son ennemi. La seule raison pour laquelle il a décroché la première place est qu'il a enduré son challenger pendant les 10 dernières secondes comme un pathétique loser au lieu de riposter. Outre ce hobby, il travaille également comme ouvrier du bâtiment, manœuvrant des excavatrices et des engins lourds. Ce n'est pas le travail le mieux rémunéré, mais c'est plus qu'assez pour subvenir aux besoins de sa femme, de sa fille et de lui-même. Tout cela grâce à son beau-frère qui a fait preuve d'un peu de népotisme et a aidé notre garçon à décrocher ce travail. Il est pleinement satisfait de la façon dont sa vie se déroule. Sa douce fille ne manque jamais de lui faire sourire, sans oublier la merveilleuse épouse qu'il a. Sa vie est trop parfaite pour être vraie, et il en est tout à fait satisfait. Que pourrait demander de plus un homme à la vie quand les choses se passent déjà si parfaitement? Mais un jour, tout change. Il se couche comme tous les jours, mais se réveille au milieu d'une apocalypse zombie. Il combat ces putains de zombies qui sont apparus de nulle part. Après avoir neutralisé la menace immédiate en battant 2 d'entre eux, il serre sa fille contre lui. Ce qui est inhabituel dans tout cela, c'est qu'il se trouve actuellement à l'intérieur d'un grand magasin avec sa fille, Mina, alors qu'il dormait avec sa femme dans leur appartement. Il n'a aucun souvenir de ce qui s'est passé ni de la façon dont il a atterri ici, mais il n'a pas beaucoup de temps pour réfléchir aux événements récents car il est entouré d'idiots sans cervelle affamés de chair humaine. Il se précipite à travers le bâtiment, les zombies le poursuivant juste derrière lui. La porte de sortie est juste devant lui, et après l'avoir franchie, il la claque immédiatement. Il verrouille la porte puis traîne un énorme canapé devant. Pour apaiser un peu leurs esprits tendus, ils aperçoivent un soldat assis là, armé d'un gros fusil. Alors qu'ils font connaissance, Seung-Hwan explique sa situation, comment il n'a aucun souvenir des événements qui ont conduit à cette apocalypse zombie. Le soldat résume les choses pour lui, expliquant que près de 80% de l'humanité s'est transformée en monstre mangeur de chair. Seung-Hwan insiste pour que le soldat lui prête un appareil de transmission. Il est rongé d'inquiétude pour sa femme et veut la contacter. Eh bien, ce n'est pas comme si le soldat pouvait simplement utiliser son téléphone pour appeler qui que ce soit. Il a besoin d'un équipement de communication par satellite, c'est pourquoi ils doivent se rendre au dernier étage. C'est le seul moyen pour eux de pouvoir atteindre la base militaire. Seung-Hwan demande au soldat de le laisser utiliser l'appareil de communication par satellite juste une fois pour qu'il puisse être rassuré sur le bien-être de sa femme. Le soldat accepte, mais pas avant d'avoir fait supplier notre garçon exprès. Lorsqu'ils atteignent le toit, Seung-Hwan colle son oreille contre la porte pour vérifier la présence de zombies de l'autre côté. Le soldat, cependant, n'a pas peur. Même s'il y a des zombies, il a un putain de AK-47. Il insiste pour que Seung-Hwan ouvre la porte, soulignant sa jambe blessée, ce qui limite sa mobilité. Alors que notre garçon se laisse prendre au mot de ce connard, la petite fille sent que quelque chose ne va pas. Ce soldat puant ne semble pas digne de confiance, mais son père lui dit de se cacher derrière le soldat malgré ses protestations. Il en trouve ensuite la porte et jette un coup d'œil à travers, pour ne trouver qu'une escouade complète de zombies qui font la fête sur le toit. Ce serpent de soldat révèle finalement ses véritables intentions en tirant mortellement sur notre type dans l'estomac. Le salaud a l'audace de sourire après avoir tiré sur un civil non armé comme ça. Seung-Hwan se jette sur lui avant qu'il ne puisse tirer une deuxième fois. Il exécute un mouvement de jiu-jitsu habile et le maîtrise instantanément. Mais toutes ces conneries de ninja karaté disparaissent par la fenêtre quand votre adversaire tient une arme littérale qui n'hésite pas à tirer à nouveau sur Seung-Hwan dans la jambe. Notre gars perd sa prise sur le salaud, ce qui donne au salaud l'occasion parfaite de mettre une distance de sécurité entre eux. Et juste comme ça, le puissant champion international de jiu-jitsu est réduit à un gâchis pathétique abattu par un lézard d'homme maigre et mal nourri. Après avoir reçu un tas de tirs, Seung-Hwan s'effondre. Ce salaud attrape la fille et l'enferme de l'autre côté de la porte. Les zombies commencent à se rapprocher de notre garçon de toutes les directions. Puis, de l'autre côté de la porte, le soldat révèle la raison tordue de sa trahison. Vous voyez, pour une raison inconnue, les enfants sont immunisés contre le virus qui affecte tout le monde. Et à cause de cela, les enfants sont échangés à des prix ridiculement élevés sur le marché noir. En gros, les humains ne sont pas meilleurs que ces putains de monstres à cette époque, ou peut-être que les humains ont toujours été les monstres. Ces mots frappent fort, surtout que notre type est sur le point de se faire massacrer par des zombies. Sa mort n'est pas seulement une tragédie. C'est un meurtre élaboré, le meurtre d'un champion de jiu-jitsu. Finalement, les zombies l'assaillent. Et juste au moment où il semble qu'il est fini, il émerge miraculeusement de la pile, repoussant ces créatures agiles à la cervelle. Non seulement cela, mais il tranche littéralement ces salauds d'un seul coup de main. Il se dirige vers le bord du toit, les yeux fixés sur le salaud qui a pris sa précieuse fille. Quelque chose en lui a changé pour toujours. Possédant l'œil Kakugan de Kaneki de Tokyo Ghoul, cet homme regarde le monstre qui a kidnappé sa fille. Au moment où Seung-Hwan aperçoit sa fille bien-aimée, il se débarrasse de toutes ses limitations humaines en enjambant le rebord. Comme un père qui ferait n'importe quoi pour sa fille, il saute d'en haut. Les soldats en dessous sont confus,
incapable de comprendre si les objets qui tombent devant eux sont infectés ou non. Le type effrayant est choqué tandis que son ami parle de la façon dont il est étrange de voir une créature infectée essayer de se suicider. Ils sont loin de se douter que ce n'est ni un oiseau ni un avion. C'est super, je veux dire, un homme. C'est un homme. Seong-won enfonce ses bras dans les murs voisins, arrêtant son élan autant qu'il le peut physiquement avec sa force inhumaine. Malgré tous ses efforts, la chute est lourde et fait un bruit fort. Pour une fois, je suis juste content de voir qu'il y a un soupçon de physique dans une histoire. Quoi qu'il en soit, avec une chute comme celle-là, le soldat effrayant ainsi que l'infecté les commencent tous à penser que l'infecté n'aurait pas survécu à cela. Mais seulement un instant plus tard, leurs visages sont devenus choqués. Hilarant, si vous pouvez voir en arrière-plan, l'autre soldat se fait dévorer par le zombie, et il s'en fiche toujours. Tournons-nous vers la raison de leur attention et de leur étonnement. C'est notre garçon qui court à une vitesse immense tout en rugissant le nom de sa fille. Dès que l'ordure effrayante l'entend, il réalise qu'il a absolument foiré avec le mauvais père. Song-kwon continue d'avancer. Pendant ce temps, Skysiana Bones ici essaie d'utiliser le peu de son arme pour abattre le zombie qui approche. Mais honnêtement, le gars a tellement un objectif de Stormtrooper qu'apparemment, il ne peut pas frapper un gars qui court en ligne droite, pas même une seule fois d'ailleurs. Frère pense qu'il va obtenir au moins un coup, mais c'est inutile. Et même son ami l'insulte pour avoir un objectif si merdique qu'il ne devrait même pas essayer. Au lieu de cela, un autre soldat est affecté à la tâche d'abattre le zombie. L'homme vise, et je suppose qu'ils sont passés de l'objectif de Stormtrooper à l'objectif M-Boat parce que ce gars ne tire qu'une seule fois, et cela se connecte brutalement avec le tibia de Xiangwang. Malheureusement, après avoir été abattu dans une zone aussi vulnérable, cela brise sa vitesse, mais sa persistance paternelle reste bien trop forte. À ce stade, même les soldats commencent à se demander s'il y a un infecté plus déterminé et têtu que celui-ci. C'est une première expérience pour eux, mais chaque fois que Mina crie le nom de son père, Seong-won se déchaîne, ignorant sa douleur juste pour atteindre sa fille. Pendant que le caporal retient Mina, l'autre gars verrouille à nouveau la visée. Seulement cette fois, il devient John Wick et connecte un tir à la tête critique. La force de l'impact est suffisante pour faire reculer la tête de Xiangwang, mais ne vous méprenez pas. Il n'ira pas en enfer tant qu'il n'aura pas assuré la sécurité de sa fille. Réalisant que les balles sont pratiquement de la nourriture contre ce zombie, les soldats décident de lancer une grenade, sachant que cela va faire des dégâts considérables. Xiangwang court si vite qu'il ne se soucie pas de la grenade qui approche, qui explose juste sur son putain de visage, soulevant un nuage de fumée explosif. Pour Mina, c'est le pire spectacle imaginable, voir son père se faire tuer juste devant ses yeux alors que la petite fille tend la main impuissante. Elle pleure silencieusement alors que le véhicule s'éloigne. La scène se coupe sur Seong-won, qui a clairement subi des blessures brutales, à commencer par son bras droit complètement arraché et son abdomen qui laisse échapper du sang. Mais même dans ses pensées mourantes, la seule chose à laquelle il pouvait penser est sa fille. Il ne faut pas longtemps pour qu'un tas d'infectés viennent entourer son corps détruit, espérant achever ce qui reste de lui. Il regarde leur repas pendant que le corps persistant de Seong-won tremble de stress. Mais voici la chose. Ce n'est pas la peur, mais plutôt une évolution. Vous vous souvenez de ce bras perdu? Le corps de notre gars lui en donne un nouveau dès qu'il perd l'ancien. Il a fini par obtenir le nom de Piccolo, une clé de régénération de Dragon Ball Z. Les infectés sont choqués de voir son état de rétablissement tandis que Seong-won serre le poing. La scène se coupe sur un doux moment entre le père aimant et sa fille, se souvenant qu'il avait promis à Mina de jouer avec elle. Même sa fille savait que son père ne revenait jamais sur sa parole. La douce séquence de rêve se termine alors que Seong-won reprend conscience. Son corps est impeccable, comme si rien ne lui était arrivé. Il tremble de confusion, se demandant ce qui s'est passé, regardant ses bras qui semblent complètement guéris. Puis il se tourne vers l'homme juste à côté de lui qui se demande si Seong-won est revenu à la normale. Cet homme comprend que notre gars a souffert d'une douleur immense aux mains des humains, c'est pourquoi il l'a ramené chez lui pour l'aider à se rétablir. Bien que l'homme semble être infecté, il semble avoir la capacité de parler et promet même à Seong-won qu'il n'a pas à s'inquiéter. Ils sont en fait sur un radeau, et l'homme attend d'attraper du poisson, invitant même notre gars à faire de même. Mais, bien sûr, Seong-won est hésitant et méfiant, attrapant les vêtements du zombie infecté. Le vieil homme le prend comme un signe d'agression et pense que peut-être Song-won a perdu la tête au point de l'attaquer. Grâce à l'incroyable expérience de notre garçon en jujitsu, il plie facilement ce type dans une position de clé de bras, le forçant dans un monde de douleur. Hilarant, Song-won ne s'arrête pas là. Il se relève et piétine le type infecté, le même gars qui l'a littéralement aidé. Il finit par comprendre que cet infecté est capable de parler, mais ce n'est pas toute l'histoire. Ce n'est pas que celui-ci peut parler. C'est que notre gars possède maintenant la capacité de comprendre les autres de son espèce. Au fait, vous vous souvenez quand j'ai dit qu'ils étaient sortis pour pêcher? Il s'avère que c'est encore plus drôle parce que dans la scène suivante, ils sont dans une putain de piscine. Donc, en gros, ce vieil homme est juste fou. Quoi qu'il en soit, Song-won ne perd pas de temps à tout lui expliquer, et le gars est choqué d'apprendre que notre gars est capable de conserver tous ses souvenirs avant d'être infecté.
Le père inquiet ne veut pas perdre plus de temps et supplie de connaître la direction de la base militaire la plus proche. La bonne chose est qu'il est facile à trouver car l'intersection à venir indique les directions pour cela. Seongwa est éternellement reconnaissant de son aide et s'excuse d'avoir brisé le bras du gars. Cela fait que le vieil homme souligne un malentendu essentiel dans la vision de Seongwa. C'est le fait qu'aucun des autres infectés ne peut guérir aussi bien que lui. Au lieu de cela, ils sont à jamais coincés dans leur état misérable, même après avoir été déchirés. Eh bien, c'est triste parce que notre gars vient de transformer le bras de ce type en une putain de nouille. Il détourne le regard, coupable, tandis que le vieil homme explique que Seongwa pourrait être la première personne à conserver ses souvenirs humains parce qu'aucun des infectés n'est comme ça. Bien qu'ils aient autrefois marché sur une ligne d'humanité, ce n'est plus le cas car ils l'ont dépassé. Le vieil homme souligne que non seulement Xiongwan se vante d'un facteur de régénération incroyablement rapide, mais il a aussi ses souvenirs précédents, indiquant qu'il est littéralement construit différemment. Au lieu de se lustrer davantage, Xiongwan insiste pour partir pour le bien de sa fille. La simple mention de sa fille amène les infectés à se demander vraiment si Xiongwan est vraiment un infecté. Après tout, s'il est un humain, il est difficile de lui faire confiance car les infectés craignent naturellement qu'il soit une menace. Le vieil homme ne peut pas l'aider simplement parce qu'il ne veut pas tuer davantage de ses propres espèces. En d'autres termes, les autres infectés. Cependant, le fait que Seongwa ait littéralement tenté de le tabasser lui montre une chose. C'est que notre gars est plus un humain qu'un zombie. Réalisant qu'il est tout seul pour celui-ci, Seongwa s'assoit et demande le chemin à traverser. Mais le vieil homme fait une dernière offre, tentant le gars d'oublier la sécurité de sa fille et de simplement vivre ses jours avec les autres. Sans hésitation, l'homme rejette une telle offre. Une fois de plus, le vieil homme analyse que l'empathie humaine de Xiongwan et son besoin de sa fille peuvent être la cause de sa propre perte et pourraient entraîner la destruction des infectés. Malheureusement, sa réponse ne plaît pas au vieil homme qui le juge beaucoup trop menaçant et déclare que Xiongwan doit être tué immédiatement. Mais notre gars est rapide à la détente, croyant qu'il est inutile de discuter alors qu'il saute dans l'eau, croyant qu'il peut traverser à la nage. Mais voici le problème. Au moment où il sort de l'eau, Bro est stupéfait. Tout ce temps, l'eau était pleine des autres infectés qui attendaient de passer à l'action. Et maintenant qu'ils ont un signal clair, ils prévoient de le tuer pendant qu'ils l'ont encerclé. Seongwa analyse son environnement, ne sachant pas qu'un des infectés se faufile lentement derrière lui. Le fric chaud se jette pour l'attraper, et il réussit réellement à le faire tomber. Le vieil homme regrette que Seongwa ait fait un terrible choix à la fin, refusant de soutenir les siens et assurant sa propre perte. Mais ensuite, il est étonné de voir la conclusion. Notre gars n'est pas en danger. Il est le danger. Vous vous souvenez de ce lâche sournois qui l'a attaqué? Ouais. Bro va regretter que sa tête soit attachée à son corps. Canalisant son amour pour sa fille, Seongwa exprime clairement son point de vue tout en écrasant les cerveaux littéraux de l'un des leurs. Si quelqu'un ose se mettre en travers de son chemin pour sauver sa fille, il va tous les tuer. Les sales bâtards approchent le beau papa pendant qu'il écrase les cerveaux littéraux de l'un des leurs. Les infectés se sentent vraiment tellement intimidés par son regard que son aura à elle seule les incite à retourner manger du poisson dans la piscine. Avec ses galas terminés, Seongwa se tourne pour regarder le vieux clown à tête carrée qui est déçu au début, mais commence à rire nerveusement, trouvant la situation amusante. Notre gars est d'humeur à lui arracher l'autre bras aussi, pour égaliser les choses si jamais. Le vieil homme souligne que si Seongwa essaie de précipiter les choses, il pourrait ne pas être en mesure de sauver sa fille. Hilarant, il s'avère que notre gars a volé ses vêtements en guise de punition et utilise même l'un des infectés comme chaise. Il a vraiment fait de toutes ces salopes sans même essayer. Les infectés défilent ici devant Seongwa, qui apprend du vieil homme qu'il est préférable de ne pas viser directement la base militaire. Apparemment, il est censé y avoir une figure dangereuse dans la base qui pourrait poser problème. Pendant qu'il parle, les zombies sont ici en proie à une crainte existentielle. Mais même alors, ils ne veulent pas finir par avoir le même sort que le bras cassé de leur capitaine. Alors qu'ils déconnent, Seongwa s'enquiert davantage sur le type dangereux. Un zombie particulièrement courageux mais stupide essaie de prendre notre gars par surprise en courant droit sur lui. Seongwa ne se lève même pas et le fait tomber, le piétinant et se demandant s'il devrait augmenter la punition à quelque chose d'encore plus que de la danse de ballet sous-marine. Il pense aussi que c'est assez stupide pour ce zombie de venir ouvertement courir vers lui comme si cela allait faire une différence. Le capitaine explique que tous les infectés ne partagent pas le même niveau d'intelligence. En gros, ils sont cons comme leurs pieds. Cependant, il y a des infectés qui peuvent suivre les ordres avec une exécution parfaite comme le capitaine. Mais en ce qui concerne la plupart des infectés, ils sont réduits à leurs instincts et à leurs fins uniquement. Ces gars ne s'en soucient même pas et attaquent stupidement leurs propres espèces. Ils sont plus stupides qu'un poisson rouge. Mais, aussi, le capitaine soupçonne qu'ils sont attirés par Xiongwan probablement à cause de son parfum humain. Notre gars ne dit rien en réponse et regarde simplement le vieux schnock qui tremble de peur et supplie d'être cru une dernière fois. De retour au sujet principal de leur discussion, il veut donner à Seongwa une deuxième route au lieu d'attaquer directement la base. Mais notre gars s'en fout et part avec la note glaçante que quiconque se mettra en travers de son chemin pour atteindre sa fille sera impitoyablement exécuté de ses mains.
Alors qu'il quitte la base, il rencontre un groupe d'infectés. Mais ces gars-là ne cherchent même pas à se battre parce que Son Woo s'occupe d'eux en leur disant en gros de se casser. En sortant, il rencontre quelque chose d'étrange, un gorille surdimensionné, un qui est anormal par rapport à tous les autres car il dévore des membres humains comme s'il s'agissait d'une friandise. Seong-hwa se souvient des mots du vieil homme. Vous vous souvenez quand il a dit qu'il y avait quelqu'un de dangereux? Apparemment, c'est ce putain de gorille maléfique. La créature essaie de communiquer son point de vue, avertissant Seong-hwa de ne pas fouler son territoire. Alors, étant l'homme diplomate qu'il est, notre gars répond magnifiquement avec une frappe de la paume sur son visage, le frappant si fort que la créature s'écrase au sol. Son Woo communique la façon la plus polie de dire d'aller se faire foutre à sa manière. Dans la scène suivante, nous voyons un groupe d'infectés faire une soirée dansante au club. Ils sont vraiment différents des autres zombies pour déconner autant. Un gars devient complètement fou et commence à balancer ses mouvements. Pink Trink est ici en train de twerker son cul, et il est ici en train d'apprécier chaque seconde. Je parie que vous ne vous attendiez pas à ça dans une histoire d'apocalypse zombie, n'est-ce pas? La fête est brisée, littéralement, quand le gorille en colère écrase le corps de Seong-hwa contre les murs et se déchaîne, écrasant les infectés sur son passage. Notre gars se fait vraiment botter les fesses alors qu'il est projeté contre le mur et qu'un seul coup de poing lui fait tomber toutes ses dents parfaites. Le gorille vise à pulvériser son visage avec cette prochaine attaque, tandis que Seong-hwa ne pouvait penser qu'à un blog qu'il avait lu sur la façon de vaincre un animal sauvage. Dans ce blog, il a appris comment appliquer les techniques de Jujitsu sur une créature de la taille d'un gorille en manœuvrant intelligemment son corps contre la taille de la créature et en allant finalement pour un étranglement arrière. Cependant, cette merde ne fonctionne pas du tout ici parce que Son Woo se fait tabasser. Le mur est complètement détruit alors que la créature psychotique et bestiale frappe notre garçon partout. À chaque coup de poing, Son Woo se souvient des paroles du vieil homme selon lesquelles il possède un facteur de guérison divin contrairement aux autres. Le gorille l'a démoli au sol, mais c'est exactement la position que l'ancien champion de Jujitsu recherchait. Sachant que le reste des infectés sont vulnérables et ne peuvent pas guérir de la même manière, Seong-hwa se fixe sur le bras de la créature, sachant qu'une fois qu'il l'aura brisée, elle ne lui posera plus jamais de problème. Avec ce qui lui reste de force, il met tout dans ce mouvement décisif. Et au lieu de simplement casser le bras du gorille, cet homme le coupe directement de l'os. Le bras est envoyé voler tandis que le gorille ressent l'angoisse et le choc, incapable de comprendre ce qui s'est passé. Un Seong-hwa victorieux se profile sur son état vaincu, fixant la bête qui grogne fortement, comme pour dire qu'elle veut se battre encore plus. Mais ce n'est pas comme si notre garçon avait peur du deuxième round alors qu'il se prépare à s'étirer et à causer plus de douleur. Mais ensuite, ses yeux se sont tournés pour regarder quelque chose. Deux petits enfants couinent et se dépêchent de protéger leur gardien. Ils étreignent le gorille, et la scène suscite une réaction émotionnelle de Seong-hwa. Vous voyez, tout comme ce gorille, il se souvient de sa véritable mission de protéger sa famille. Alors au lieu de tuer la créature, il se précipite à pleine vitesse. Dans la scène suivante, il est déjà arrivé à la base militaire, s'assurant que tout ira bien tant qu'il pourra retrouver sa fille. D'après ce qu'on peut voir, 2 gardes sont placés à l'extérieur, et il est plausible qu'il y en ait un à l'intérieur. Cela signifie que l'approche la plus intelligente serait de grimper sans être détecté. Alors notre maître créatif de Jujitsu jette une créature infectée au sommet du fil barbelé, et en utilisant son corps comme encre, Bro se ferait un chemin à l'intérieur indemne. Les soldats commencent à chercher le bruit, et pendant qu'ils sont distraits à trouver l'infecté sur le fil, cela donne à notre garçon l'opportunité de faire une prise d'étranglement sournoise, menaçant de mettre fin à la vie de l'homme s'il ne révèle pas d'informations sur Lee Byung-ho. Le type est en train de s'étrangler, refusant de céder et essayant de tirer avec son arme. Au début, Chung-Won lui rappelle que l'arme ne l'atteindra jamais, mais le soldat tire quand même, ce qui est un gros problème car les coups de feu pourraient attirer l'attention des autres soldats. Le laissant partir, Xiongwan attend sa réponse. Le soldat têtu insulte notre garçon, mais la seule chose qui traverse l'esprit du père en ce moment est la vue bien-aimée de sa belle-fille ainsi que de sa magnifique femme. Eh bien, comme je l'ai dit, le bruit des coups de feu attire les soldats, et ils se rassemblent rapidement sur l'infecté pour le saisir immédiatement. Mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'en ce moment, le sang de Seong Woo bouillonne de fureur. Il dirige sa colère vers les ordures qui ont enlevé les 2 personnes qu'il aime le plus, tandis que ses soldats tremblent de peur. Avec une vitesse folle, Sheng Guan est capable d'en attraper un du groupe et d'écraser son visage contre le sol. Il serre si fort le coup du gars que ses yeux sont sur le point de sortir. Mais je suppose que ce n'est que le rêve humide moyen pour les fangirls qui suivent des pistes de courrier chaud. Je ne peux pas en dire autant pour ce soldat. Bro passe un sale quart d'heure alors qu'un démon le regarde avec mépris, exigeant que sa fille soit libérée immédiatement. Avec le soldat cloué au sol, Shang-Kuan rugit le nom de sa fille. Pendant ce moment, l'un des soldats s'approche rapidement pour le tenir sous la menace d'une arme, se demandant pourquoi l'homme essaie imprudemment de chercher sa fille ici de tous les endroits. Notre garçon se lève gentiment, expliquant que l'homme qu'il vient de faire tomber a kidnappé sa fille et l'a amenée jusqu'ici. Naturellement, il est ici pour récupérer ce qu'il a perdu.
D'après l'apparence de son œil droit, le soldat demande avec inquiétude si Xiongwan est encore humain. À cela, notre garçon se souvient de la même question que lui avait posée l'ancien capitaine désinfecté. Qu'est-il donc s'il n'est ni l'un ni l'autre? Eh bien, Xiongwan ne se soucie plus d'une réponse et maintient simplement ses demandes pour récupérer sa fille. Une fois de plus, le soldat se méfie et n'a pas vraiment de raison de croire les paroles de l'homme. Avec sa colère qui monte, Shen Guan se souvient des dernières paroles éprouvantes de l'ordure effrayante qui a menacé de vendre sa fille contre de l'argent. Mais pour le capitaine, tout cela n'a aucun sens alors qu'il reste perplexe. L'ordure effrayante tremble de peur, tandis que Seong Guan ajoute une preuve à ses paroles en demandant au capitaine de vérifier sa plaque d'identification. Elle n'est pas là précisément parce qu'il l'a prise pendant leur combat. Quoi qu'il en soit, le soldat se lève frénétiquement pour se mettre dans les bonnes grâces de son commandant, rappelant à leur chef que cet homme a attaqué leur base et l'a infiltré. Se précipitant pour saisir son arme, le loser essaie de tirer avec son arme, pour se rendre compte que son arme ne tire pas. Le commandant lui arrache son arme, déçu qu'un sergent soit impuissant lorsqu'il s'agit de manipuler sa propre arme. Le type essayait de tirer sans même remarquer que le cran de sûreté de l'arme était activé. Pas seulement ça. Le simple fait que cet idiot imprudent ait essayé d'ouvrir le feu dans un champ rempli de ses propres alliés montre sa stupidité. Pendant ce temps, un simple soldat fait rapidement un rapport au commandant exprimant leur confirmation de la situation de Lee Byung-ho. Ils l'ont vu revenir avec une petite fille plus tôt, ce que Seong Guan confirme immédiatement, suppliant de voir sa fille alors qu'il laisse ses émotions prendre le dessus. Le soldat lui demande de se calmer, expliquant que le sergent fraudeur a faussement rapporté qu'il allait ramener la fille à sa famille. En entendant cela, Shen Guan rugit de déni, informant les soldats qu'il est le père. Le soldat propose une solution, croyant qu'il serait sage d'aller avec le sergent car il le ramènera à sa fille. Mais ensuite, Lee Byung-ho devient complètement fou et ordonne à ses soldats de tuer l'homme immédiatement. Reportant son attention sur l'ordure, Shen Guan se prépare à le mettre en pièces. Le commandant intervient et lui rappelle qu'ils essaient de l'aider en l'écoutant, car s'il ne coopère pas avec eux, il ne fera que retarder ses retrouvailles avec sa fille. De plus, le commandant commence à bien saisir la situation et réalise ce qui doit être fait. Immédiatement, il appelle les hommes qui ont suivi le sergent dans leur opération de la journée. Les deux soldats qui se sont avancés témoignent rapidement que les paroles de Suman sont vraies, et ils découvrent et sauvent une fille du magasin, sans connaître le contexte de ce qui s'est passé. Même le commandant n'a pas eu connaissance de ce rapport car, apparemment, le sergent minable voulait gérer cette affaire tout seul sans ramener la fille à la base. Mais ce n'est pas tout. Il semble que le sergent ait fait la même chose à plusieurs reprises sans en dire un mot à la base. En entendant cela, l'immonde tas d'ordures agit comme s'il faisait son travail en étant proactif face à la situation. Cependant, le commandant l'humilie rapidement en lui demandant pourquoi il a refusé de signaler quoi que ce soit à la base. Le sergent explose complètement dans ses émotions, agissant cette fois comme si Suman complotait pour accuser son supérieur. Pendant qu'il se plaint, Zongan rend service à tout le monde en lui donnant un coup de poing dans sa maudite bouche, le projetant au sol et mettant fin à sa série de bavardages. Le type étant complètement assommé, la scène coupe sur notre garçon subissant un contrôle corporel complet. Semblant incroyablement musclé, le soldat admire la composition unique de Seong Guan pour ne pas avoir une seule blessure. Le soldat s'excuse d'aller aussi loin, mais explique qu'ils n'ont pas d'autre choix que de procéder à des contrôles corporels complets pour s'assurer qu'il n'y a pas de morsure. Seong Guan reçoit également un cache-œil pour couvrir son étrange œil pour le moment. Bien qu'il le rejette au début, affirmant que son œil est pleinement fonctionnel, le soldat exprime que s'il révèle l'œil à tout le monde, alors les gens pourraient se précipiter pour l'attaquer. Il est déjà surprenant que personne ne lui ait fait ça. Comprenant où cela mène, notre garçon l'accepte et continue sa marche avec le soldat. Il apprend que l'opération de recherche de sa fille va bientôt commencer juste après que Lee Byung-ho ait été jugé. Bien que notre garçon se méfie de Sumin pour avoir été impliqué avec le sergent, il pense que sauver sa fille est plus urgent en ce moment. Juste au moment où il pose des questions sur les détails du procès, tous les deux entendent des bruits de coups de feu et se tiennent rapidement à l'écart des fenêtres. Sumin apprend qu'apparemment Lee Byung-ho est devenu fou, et il lance des grenades pour tuer tout le monde. C'est étrange car le sergent devrait être assommé à l'infirmerie. Mais ensuite, ça fait tilt. Suman aperçoit un véhicule qui roule à toute vitesse pour sortir de la base. Notre garçon ne perd pas de temps et sort par la fenêtre, réussissant son atterrissage alors qu'il aperçoit le sergent qui s'échappe. Avec la vitesse la plus rapide possible, Shungwa poursuit l'homme, sachant que cette fois, il ne doit pas échouer à perdre sa fille. L'un des soldats l'a rapidement rattrapé grâce à sa moto. Suman assure au gars de rester à la base, mais au lieu d'écouter son ordre, notre garçon monte sur sa moto, suppliant Suman d'appuyer sur la pédale d'accélérateur sans regarder en arrière. Suman souligne que la moto ralentira avec 2 personnes, mais Seong Guan est déterminé à s'impliquer dans cette mission. La transmission radio apparaît pour une déclaration officielle du commandant. Suman exprime la situation en cours et comment il est à la poursuite de Lee Byung-ho. Juste au moment où le commandant donne un ordre, la transmission commence à se couper. Les signaux se transforment en statique tandis que Suman suit ses instructions et se lance à la poursuite du sergent.
Se rapprochant de plus en plus, Suman demande à Seong-wan de tirer sur les pneus de la voiture en utilisant le fusil sur son dos. Visant immédiatement, notre garçon verrouille son tir. Malheureusement, il rate le premier coup à cause de son inexpérience, mais il assure à Suman qu'il ne ratera pas une seconde fois. Au lieu d'écouter les ordres de Seong-wan, le soldat arrête la moto et vise rapidement pour abattre la voiture lui-même. Malheureusement, il manque aussi les pneus de la voiture et refuse obstinément de donner à Seong-wan une chance de tirer. Finalement, le soldat connecte son premier tir avec le pneu du véhicule, ce qui le fait déraper au virage. Grâce à cela, il remonte sur la moto pour une poursuite active, prenant un virage serré à gauche pour suivre le général. Mais juste au moment où ils sont sur le point de le chasser, il semble que ce déchet est déjà là, à les attendre avec une grenade à la main. Ce type lance la grenade, mais la visée divine de Suman parvient à la percer en plein vol, arrêtant ainsi leur mort. Le sergent n'ayant plus d'option, il est pathétiquement impuissant alors que notre garçon tente de se jeter sur lui pour un coup final. Mais dans un rebondissement surprenant, une camionnette frappe ce type avec 1% des pouvoirs du canon du camion, retardant à nouveau la mort du sergent. Les bandits sortent de la voiture pour sauver le sergent dégoûtant. Apparemment, ce sont eux qui sont impliqués dans le scandale concernant les enfants. Malheureusement, Suman comprend parfaitement qu'ils sont bien trop nombreux pour qu'il puisse les affronter seul. Il réfléchit à sa stratégie. Il pourrait potentiellement tirer des coups de semonce et attendre des renforts ou simplement donner la priorité à sa propre action. Le soldat lutte avec la réalité, sachant que les renforts ne viendront pas et que Xiangguan a dû subir une grave blessure tout à l'heure. Sa meilleure chance en ce moment est de tirer sur les pneus de la camionnette, puis de trouver un endroit pour se cacher. Alors, il fait exactement cela, attendant derrière sa moto la bonne occasion. Son plan est parfait en théorie, sauf qu'il a oublié un facteur essentiel, les zombies. Ayant fait tellement de bruit, Bro a attiré un grand nombre de ses gars juste devant son putain de visage. La scène lance un bref flashback au moment où les soldats étaient informés des points vulnérables des infectés. Gérer les hordes de zombies n'est pas une blague, il devait donc être intelligent quant à la façon d'infliger des dégâts au cerveau. Les frapper la empêchera le mouvement, et si la personne peut détruire avec succès les nerfs de la colonne cervicale, cela tuera complètement l'infecté. Cependant, la seule façon d'échapper à une horde de ces zombies n'est autre qu'une tentative de suicide à l'aide de la grenade. C'est à quel point la situation est devenue désespérée pour le soldat loyal. Serrant sa grenade, Suman tremble tout en conservant son attitude courageuse. Il veut chronométrer l'explosion juste au moment où les zombies sont le plus rassemblés autour de lui, espérant que Seong-wan pourra s'occuper de la raison. Mais à sa plus grande surprise, pour une raison quelconque, les infectés se transforment rapidement en ballerines dansantes. Bro est vraiment choqué et se demande ce qui se passe. Suman pense qu'il est définitivement devenu fou à cause de la peur de la mort ou quelque chose du genre parce qu'il est impossible qu'il les voie danser comme des clowns au lieu de manger son cerveau. Une observation encore plus choquante est que les créatures mortes vivantes semblent avoir des expressions, mais pourquoi exactement? C'est comme s'ils essayaient désespérément de plaire à quelque chose ou à quelqu'un. Ce n'est pas un rituel, mais plutôt fait par peur de la mort réelle. Les infectés sont vraiment terrifiés parce qu'ils préféreraient rester en un seul morceau plutôt que d'être mis en pièces. Et, oui, le One Piece est réel. Bien qu'il danse frénétiquement, Suman aperçoit finalement le capitaine des infectés au loin. Ce type est venu chercher notre garçon, Seong-wan, qui se lève lentement et est encore plus enragé que la dernière fois. Le capitaine voit son regard assoiffé de sang et baisse la tête en signe de soumission pour offrir son respect à leur supérieur. Pendant ce temps, Suman est tout confus, ne sachant pas pourquoi les infectés se retirent soudainement de la scène. Au lieu de lui expliquer quoi que ce soit, Seong-wan récupère son cache-œil et s'enquiert de l'endroit. Le soldat commence à se demander si ce type a perdu la mémoire ou quelque chose du genre, alors il lui fait un résumé de ce qui s'est passé avec Lee Byung-ho. Apparemment, cette révélation provoque une sensation lancinante d'agonie dans l'esprit de Seong-wan. Tous ses souvenirs reviennent en trombe alors qu'il se souvient avoir poursuivi le fou. Ils étaient si près de l'attraper aussi. Suman, d'un autre côté, aperçoit une silhouette au loin. Mais ce n'est pas un infecté, mais plutôt une femme et soi-disant sa fille qui supplie d'être sauvée. En avançant rapidement, Seung-kwon apprend de la femme qu'ils ont été attaqués par une horde d'infectés. Elle supplie d'être emmenée dans un abri sûr, mais, bien sûr, notre garçon ne peut pas simplement faire cela à cause de sa propre mission. La femme plaide, soulignant qu'elle et l'enfant ne pourront pas survivre. Se rendant compte de la situation, notre garçon place leurs besoins au-dessus des siens et ordonne à Suman de les ramener toutes les deux à l'abri pendant qu'il partira seul à la recherche de sa fille. C'est un plan dangereux parce que même Suman comprend que ce ne sera pas une tâche facile. Pour cette raison, Seong-wan demande à savoir tout sur la camionnette qu'il a vue afin de pouvoir la traquer. Suman parle des détails exacts du modèle et souligne que tous les hommes portaient des tatouages de 1000 pattes. Encore une fois, il souligne les dangers de voyager seul. Soudain, la femme prend la parole et demande si ces mêmes hommes ont capturé sa fille. Lorsque Seong-wan confirme le fait, elle révèle avec effroi que sa propre enfant a également été kidnappé par les mêmes personnes. Réalisant qu'elle pourrait avoir des indices, il demande toute information qui pourrait aider à les traquer.
La femme souligne également qu'il est possible que Mina soit en fait placée dans la maison d'accueil. Apparemment, l'intérêt d'acheter et de faire le trafic d'enfants est de pouvoir les sauver. En fait, elle souligne que seulement quelques-uns d'entre eux ont été achetés l'autre jour. Xian craque et s'enquiert de sa fille, soulignant ses couettes et son sweatshirt rose comme exemple. Malheureusement, la femme n'en a aucune idée parce que les enfants échangent souvent des vêtements dans l'abri. Elle pense que c'est une sage idée de vérifier l'abri d'abord et de continuer ensuite sa mission. Seong-Hwan accepte la suggestion, bien que Soo-min souligne qu'il se met en danger en faisant confiance aux paroles d'un étranger. Encore une fois, le mot risque importe très peu à côté de la sécurité de sa fille, même si cela lui coûte beaucoup de danger. Et ainsi, le groupe décide de s'aventurer ensemble vers l'abri, arrivant avec la dame qui les présente. Apparemment, il y a une sorte de procédure d'entrée qui doivent être effectuées. Eh bien, c'est la même chose que la dernière fois, être déshabillé. Hilarant, je pense que Seong-Hwan commence à s'y habituer à ce stade. Hilarant, l'inspecteur est impressionné par le physique de notre garçon. Au début, Seong-Hwan le prend comme un compliment pour ne pas être blessé. Mais apparemment, quand il voit le vieil homme troublé, Bro est putain dévasté. Il réalise que ce vieil homme est en fait impressionné par ses 16 pouces de venin. Quoi qu'il en soit, l'inspecteur veut enlever le cache-œil du visage de Seong-Hwan, mais notre garçon attrape sa main, croyant qu'ils ont fait leur part en suivant les instructions. Malheureusement, cela pourrait devenir un réel problème du point de vue de Seong-Hwan parce que s'il révèle son œil, il y aura des soupçons. Seong-Hwan soutient qu'il a déjà été contrôlé à nu, donc il ne devrait plus y avoir de doute. Le type est tellement fou qu'il met une arme sur la tête de Soo-min, insistant obstinément pour vérifier le cache-œil quoi qu'il arrive. Mais le vieil homme a oublié qu'il a affaire à deux jeunes hommes, surtout quand l'un d'eux est un maître de jujitsu. Seong-Hwan le met à terre, le plaçant dans une position où il ne peut plus menacer personne. Le vieil homme est à court de mots et se demande ce qui se passe. Seong-Hwan exprime qu'il ne fait que réagir généreusement au fait d'être tenu sous la menace d'une arme. En fait, s'il n'avait pas amorti la chute à la fin, son crâne aurait été fracturé. Pendant que cette altercation se produit, le reste des disciples sortent pour saisir les attaquants. Le vieil homme souligne qu'il n'y aura aucun problème tant que Seong-Hwan enlèvera son cache-œil. Ces hommes ont menacé de tirer sur le cul de Seong-Hwan s'il ne s'y conforme pas, lui rappelant une fois de plus que la seule façon de sortir de ce pétrin est d'enlever son cache-œil. Maintenant que trois vieillards le fixent avec un fusil à la main, Seong-Hwan comprend parfaitement qu'il pourrait utiliser au mieux sa régénération divine pour tous les maîtriser. Mais le problème est qu'il sera alors exposé comme une personne infectée, et il ne veut pas cela. Alors il attend, nerveux pour un miracle. Enfin, le miracle arrive sous la forme de la femme qui les a amenés ici. Elle rappelle au vieillard que cet homme lui a sauvé la vie. Le capitaine des vieillards est catégorique sur l'exposition du bandeau. En fin de compte, notre garçon décide de céder et l'enlève, mais avec une tournure. Vous voyez, il l'enlève, mais il n'ouvre pas les yeux, affirmant qu'il l'a perdu dans un accident. Maintenant c'est intelligent comme l'enfer, et il agit même comme si c'était son insécurité, c'est pourquoi il l'a défendu si durement. Le vieillard est déçu parce que tout cela aurait pu être évité s'il l'avait dit depuis le début. En tout cas, Seong-Hwan veut juste voir Mina, mais le vieillard est furieux et exprime que les enfants dorment et ne devraient pas être dérangés. Avec 8 parties, la dame s'excuse en son nom, expliquant que le vieil homme est un têtu et aime faire les choses à sa manière. Eh bien, Seong-Hwan comprend qu'il aurait clairement pu mieux gérer cette situation aussi. Suivant leurs instructions, il a l'intention d'attendre le matin pour vérifier l'abri. Dans la scène suivante, Soo-min et notre garçon sont placés dans leur chambre. Le soldat recommande de partager un service de garde toutes les 2 heures, estimant qu'il est imprudent de faire confiance à des inconnus. Il serait de leur avantage d'être prudent juste au cas où. Sur ce, Seong-Hwan accepte et demande au soldat d'essayer de dormir d'abord parce qu'il n'est pas d'humeur. Soo-min est d'accord et demande à être réveillé dans 2 heures. Un moment passe et une réalisation se profile sur notre protagoniste. Il ne ressent pas le besoin de dormir, même pas un clin d'œil. Au début, cela ressemble à un effet secondaire du stress, mais il pense que cela doit avoir quelque chose à voir avec ses pouvoirs. S'ennuyant, Seong-Hwan décide de se promener et se souvient rapidement du quart de nuit. Alors, juste par prudence, Bro dessine sur les paupières de Soo-min pour que les gens pensent qu'il est toujours bien éveillé. Quoi qu'il en soit, il s'aventure seul et aperçoit la même petite fille qu'avant. Elle lui lance le ballon en lui demandant de le lui renvoyer. Bien qu'il comprenne les sentiments de la petite fille, Seong-Hwan pense qu'il est préférable qu'elle dorme. Mais la fille est têtue et sait qu'il va partir demain. Cédant à son faible pour les enfants, notre protagoniste bien-aimé accepte de jouer pendant 10 minutes. En jouant, il apprend le nom de la fillette de 7 ans. Mi-young a le même âge que Mina, ce qui fait que Seong-Hwan se demande si tous les trois devraient jouer ensemble un jour. La fille est très excitée de partager une partie de ce jeu, et leur conversation se poursuit donc pendant 10 minutes. Même si Mi-young veut jouer davantage, l'adulte responsable souligne que le sommeil est plus important. Il l'attrape et décide de la ramener à sa mère. Étonnamment, Seong-Hwan apprend que la femme n'est pas du tout la mère de Mi-young. À bien y penser, elle ne l'a jamais traitée comme sa propre fille devant lui, il est donc logique que Mi-young soit l'un des enfants sauvés.
La pauvre fille supplie Seongwon d'avoir la chance de dormir avec lui. Le voir lui rappelle son propre père, et elle veut partager cet amour. Ces mots sont déchirants et ramènent un flot de souvenirs dans l'esprit de Seongwon. Tu te souviens de la nuit où ils ont dormi ensemble? Mina plaisantait et a dit exactement les mêmes mots. Elle allait bientôt être étudiante en primaire, et pourtant elle voulait toujours dormir à côté de son père. Son visage adorable et aimant rappelle tellement Seongwon qu'il accepte la demande de Mi-young car dans la scène suivante, les deux apparaissent dormant dans son lit. Le lendemain matin, c'est l'heure du petit déjeuner. La nourriture est généreuse, et la dame est chargée de la servir. Suman apprend que ces gars cultivent leurs propres légumes et recueillent même des ressources dans les montagnes. C'est grâce aux personnes âgées qu'ils sont arrivés jusqu'ici. En fait, ce groupe est principalement composé de personnes âgées. Le plus inquiétant est ce qu'ils feront en cas de crise parce qu'ils sont si fragiles. S'asseyant pour manger leur repas, le soldat révèle qu'il va bientôt y avoir un décompte, et il est probable qu'ils trouveront Mina parmi le groupe. Seongwon est rempli d'espoir et est d'accord avec cela. Juste au moment où il s'apprête à remercier Sumin pour tous ses efforts, une tragédie se produit. Le visage de Sumin tombe sur la table alors que son bol est gaspillé sur le sol. Un air de terreur plane dans l'atmosphère. Les vieux schnocks le fixent comme des faucons, ils avaient prévu ça. Et cette gentille dame? Il s'avère que cette folle est la plus psychotique de toutes. C'est à ce moment que Seongwon regrette de ne pas avoir suivi les conseils du soldat. Malheureusement, il ne peut pas faire grand-chose car son propre corps succombe aux effets de la nourriture. En fin de compte, notre protagoniste est assommé. Dans la scène suivante, il rouvre les yeux et voit un infecté grignoter un membre. L'infecté fou se retourne pour se précipiter directement sur son visage, mais est limité aux chaînes qui la retiennent. Seongwon est énervé, mais je suis vraiment heureux que notre meilleur garçon, Sumin, soit toujours en vie. C'est une bonne chose que l'infection ne puisse pas les atteindre, ou du moins pas encore. Le soldat souligne qu'ils sont dans une situation terrible, mais qu'elle est toujours récupérable. Après tout, si les personnes âgées voulaient vraiment leur enlever la vie, elles auraient déjà pu le faire. Pour l'instant, leur meilleure chance est d'attendre et de voir ce qui se passe. À son horreur, Seongwon voit la dame sortir de l'ombre, exprimant qu'elle en avait assez des vieux hommes intrigants qui ne savaient pas du tout ce qu'ils faisaient. De plus, apparemment, elle est le cerveau psychotique qui attendait l'occasion parfaite pour tous les massacrer. Le soldat lui offre une issue, promettant de fermer les yeux sur son crime à condition qu'elle revienne avec eux à la base. Cependant, la folle n'est pas convaincue, soulignant que même l'armée donne la priorité au sauvetage des enfants au maximum sans se soucier de personne d'autre. En fait, ces misérables ont déjà essayé de contacter l'armée. Elle pense que c'est une bien meilleure idée de négocier avec eux et de coopérer avec leur groupe. Seongwon est déçu et demande si son histoire concernant les enfants sauvés était également une imposture, ce à quoi elle confirme que ce n'est pas un mensonge. En entendant cela, il supplie de demander sa fille. La femme est stupéfaite au début avant d'éclater d'un rire amusant, ridiculisant Seongwon pour avoir cru à cette farce. Lui lançant un regard menaçant, la dame lui dit qu'elle ne rassemble pas des enfants juste pour leur sauver la vie. Lorsque Seongwon demande hardiment quelle est sa véritable motivation, la dame évoque une histoire, ou plutôt une théorie, concernant le corps des jeunes enfants qui seraient complètement immunisés contre l'infection. Suivant cette logique, la folle a décidé que si elle ne pouvait donner que de jeunes enfants à manger à sa fille, alors un jour, elle redeviendrait humaine. Et, oui, cette fille enchaînée qui se régale d'un morceau de viande est en fait sa fille enchaînée. Elle la regarde avec admiration, tandis que Sumin rugit après elle pour être ridicule et stupide. La dame s'en fiche, déclarant que ce n'est stupide qu'à leurs yeux. Mais pour quelqu'un comme Seongwon, la situation est assez similaire. Lui aussi est désespéré de sauver sa fille. Et puis et ça me brise le cœur de le dire. Notre garçon aperçoit le même ballon de foot que la nuit dernière, celui avec lequel il jouait avec Mildred, le déni et le désespoir l'envahissent dans un éclair du visage de Mi-young alors qu'il demande hésitant quel est devenu le sort de tous les enfants dans le refuge. En réponse, la folle sectaire exprime qu'elle ne fait que son travail en nourrissant sa fille. Ce n'est rien de plus qu'un sacrifice. Ces mots font trembler le corps de Seongwon alors qu'il se met à poser une question effrayante. Qu'est-il arrivé à Mi-young? La femme le regarde avec amusement, soulignant qu'elle ne connaissait même pas le nom de la fille et impliquant également qu'elle est déjà morte. Le monde de Seongwon s'écroule alors qu'il devient complètement fou, criant à plein poumon pour briser les chaînes. Mais avant qu'il ne puisse agir, la chef de secte psychopathe est rapide à la détente et lui enfonce une machette dans la tête, arborant un air de satisfaction. La scène horrible déclenche une fois de plus un souvenir pour Sumin, qui était complice d'avoir aidé le sergent Lee Byung-ho dans tous ses crimes. Chaque fois que le sergent agissait de sa propre volonté sans en référer à la base, le sergent le réprimandait pour cela. Même si Sumin voulait que les enfants cherchent la sécurité à la base, le sergent hurlait contre cette suggestion à chaque fois, estimant que c'était une perte de temps pour tout le monde. Pendant tout ce temps, Suman a dû accepter les choses telles qu'elles étaient, suivant les ordres tandis que le monde sombrait dans le désespoir. Il a véritablement gelé sa propre analyse critique de tout ce qui s'est passé, mais c'est presque comme si la même chose s'était produite pour ses camarades. Chacun d'eux a cessé de réfléchir et a simplement suivi les ordres.
Jusqu'au jour où Seongwon a infiltré la base, rageant dans sa quête pour retrouver sa fille perdue. À l'époque, le soldat sentait qu'il devait se libérer de ce cycle d'être un rouage dans une grande machine. Il ne voulait pas rester silencieux et voulait simplement en savoir plus sur la situation. C'est pourquoi il a témoigné au nom de Seongwon et a soutenu sa cause devant le commandant. De cette façon, le soldat pensait qu'après s'être racheté par ses actions, il pourrait enfin trouver l'expiation pour toutes les choses qu'il a laissé se produire aveuglément. Mais au final, cette femme a eu le dessus sur eux et les a trompés comme un violon. La situation est vraiment devenue un désastre pour lui. Au fait, à ce stade, elle l'a déjà emmené à l'extérieur et offre même à Soo-min la chance de rester au refuge à condition qu'il suive ses ordres. Mais tout ce à quoi il pouvait penser, c'était ses erreurs. L'hypocrisie d'avoir averti Seongwon des dizaines de fois de ne pas faire confiance à un étranger, pour finalement tomber dans le piège de manger de la nourriture de leur part. La réalisation le réduit à une peur complète, et il ressent une incroyable culpabilité pour ses actions. Alors qu'il commence à pleurer, la femme est choquée. Pour le ridiculiser encore plus, elle fait venir tout un public pour se moquer de lui pendant qu'il pleure pitoyablement. Soo-min a déjà perdu la tête et continue de s'excuser pour ses erreurs sans fin, tandis que la chef de secte se réjouit de son état pathétique. Elle le frappe, rappelant au type de maintenir son précédent jeu dur de soldat. Quand elle en a fini avec lui, elle laisse son vieux bâtard lui marcher dessus. Mais dans l'état où il se trouve, Soo-min ne ressent même plus la douleur. Tout ce qu'il ressent, c'est une immense culpabilité tout en rampant dans la terre. Enfin, il a mentionné le nom de Seongwon, s'excusant de l'avoir tant lésé. L'homme aurait facilement pu arrêter le sergent, et pourtant, il n'est même pas retourné à la base lui-même. Les membres de la secte pensent que le type a probablement complètement perdu la tête, probablement à cause de la situation dans laquelle il se trouve. La mention du nom de Seongwon provoque la régénération de son tas d'os et le maintien de leur forme. Au fait, je pense qu'il est sous-entendu que la chair de notre garçon a été déchirée juste après qu'il ait été frappé avec la machette parce que ce type se régénère littéralement à partir de rien alors qu'il rampe comme une bête enragée. Les membres de la secte ont une peur bleue, se demandant à quoi ils ont affaire. Le vieil homme signale que c'est un monstre, alors ils font ce qu'ils savent faire de mieux et commencent à lui tirer dessus. Les balles transpercent son corps, mais à ce stade, à quoi bon? La régénération divine de Seongwon est pleinement exposée devant les yeux de Soo-min, qui finit par faire le lien. Vous voyez, l'homme infecté qu'il a abattu de loin au tout début, c'était en fait lui. Et maintenant, il est devenu une bête de folie imparable, prête à tuer quiconque se mettra en travers de son chemin afin de pouvoir sauver sa fille. Mais d'abord, il va tous les massacrer. D'accord, c'est la fin de l'histoire. Merci d'avoir regardé. À la prochaine.